Tiers-livre, série Les Numériques. Hier, j'ai parlé police d'impression. Après, je suis allé dans mon garage, j'ai retrouvé ça dans une grande enveloppe. J'avais travaillé il y a quelques années avec l'imprimerie nationale. On m'avait demandé un texte sur le travail. C'était aussi avec des encres de Mélik Ouzani. Et j'avais eu la chance donc de travailler avec l'équipe de l'imprimerie nationale. Le lieu historique, c'était dans le 14e arrondissement. C'était vendu pour faire des logements luxe à un fonds de pension américain. Rien n'est dissociable dans ce qu'on explore. C'est ça la difficulté. Et puis eux, ils sont installés dans un bâtiment très récent à Évry, juste à la frontière entre Évry et Vitry, tout près d'où moi j'avais eu mon premier travail, là, que je raconte dans Sortie d'usine. Et dans la cour où ils sont, juste en face, c'est la porte de Sennheiser. Moi, je suis beaucoup plus familier des micros ou du matériel Sennheiser. Et là, dans ce bâtiment tout banal, il y a par exemple les collections de poinçons de l'imprimerie nationale. C'est-à-dire qu'on considère que ces gravures faites à chaque époque, par exemple, ils sont dépositaires de poinçons dans une quantité invraisemblable de langues, et parfois, la seule possibilité d'imprimer ces langues très loin dans le monde, avec leur typographie particulière, c'est seulement sur les poinçons de l'imprimerie nationale. Et ça n'existe pas ailleurs. Et dans l'atelier de reproduction de ces poinçons, c'est-à-dire toujours comme le livre lui-même, vous avez le poinçon original, et puis les poinçons avec lesquels vous allez fondre les caractères, que vous allez installer dans les châssis ou les plaques qui vont tourner sur les Heidelberg ou autres rotatives d'impression ou machines à impression comme ça par plaque. Eh bien, il y avait deux personnes. La personne en charge de l'atelier de gravure elle-même avait appris là à l'imprimerie nationale de la personne qui la précédait. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui encore il y ait simplement ce poste de graveur à l'imprimerie nationale. Je ne sais rien, c'est juste pour poser des questions. Moi, là, c'était imprimé en grand Jean, corps 24. Vous croyez que c'est pas étrange quand un de vos textes devient ça? Alors, la transition avec le rhinocéros d'Albrecht Dürer. Dürer vivait en Bavière. Dürer, évidemment, dessine, grave, mais c'est d'après les dessins ou les gravures qu'on installe sur bois, ce qui va permettre la reproduction destinée au colportage, aux foires ou à la recopie sauvage, en tout cas une diffusion où ce qui est intéressant, c'est en quoi, bien avant l'imprimerie, ces techniques de reproduction sur bois et de diffusion par le colportage et les foires, donc transportant des images et non pas du texte, devient déjà une reproduction bien plus large que ce qui se fera plus tard avec les techniques industrielles. Alors pourquoi il nous intéresse un rhinocéros? On est à l'époque où commencent les premières tentatives coloniales. Cortés avec ses fusils dans l'Amérique du Sud. Nous, Français, c'est nous. En remontant, on voit les cartes de Jacques Cartier, c'est une espèce d'enfoncement maritime. D'ailleurs, même aujourd'hui, il n'y a pas de nom. Nous, on dit le Saint-Laurent. Les Québécois, ils n'utilisent jamais ce terme. Une étendue d'eau qui s'enfonce dans un autre continent avec des échappées transversales dont on ne connaît pas. Elles ouvrent sur rien parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a au bout. C'était ça, les cartes maritimes. Et puis, naviguer à des latitudes horizontales, puisque ça, on contrôle à peu près. Eh bien, en Inde, les premières tentatives coloniales, ça résiste en face. Ça ne marche pas. Les Portugais vont commencer à y arriver, parce que justement, ils ne sont pas chez les Maharajas, ils sont beaucoup plus au sud. Et dans ces tentatives de paix, on échange des cadeaux. Donc, un éléphant, paraît-il, va venir en Europe. En tout cas, un rhinocéros asiatique va être offert par un puissant des Indes au royaume du Portugal. En échange de quoi?
Il y aura des comptoirs, mais il n'y aura pas de prise de possession de type colonial. Là encore, c'est pas mon domaine. Juste, je pose un petit cadre. Allez y voir. Et ce qui est fascinant, c'est que ce rhinocéros, quand il arrive à Lisbonne, comment on traite l'inconnu? Et c'est là aussi où la question n'est pas seulement la transition numérique de l'écrit. C'est-à-dire, comprendre les transitions, c'est comprendre comment dans un champ historique ou spatial précis, on aborde le neuf et le nouveau. Et le miroir en retour que ça donne sur le mental d'une époque, d'un territoire, là, à ce moment-là, ça permet de travailler sur ses propres résistances et en tout cas de comprendre comment ce type de résistance peut avoir joué justement pour ce qui est de la mutation de l'écrit. Ils font quoi, les Portugais? Eh bien, on le met dans une espèce d'arène. On reproduit l'éternel vieux jeu de la destruction. On met la bestiole devant un éléphant, on les excite, on les force à combattre. Il y a ceux qui disent aujourd'hui que assassiner les vaches dans les arènes, c'est de l'art. Puis ils vous sortent Léris, Picasso, etc. Toi, tu leur sors Rungis et la boucherie. Eh bien, le rhinocéros va gagner. Ils essayent de faire la même chose aussi avec un ours. Oh là là, nous, on a toujours des problèmes. Est-ce qu'il faut laisser les ours dans les montagnes ou dire « La montagne, c'est les hommes. Poussez-vous les ours ». C'est pas des questions simples, tout ça. Et une fois qu'il a survécu, le rhinocéros, il est encore plus dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, les Portugais? Attends, on va pas garder ce machin-là. Eux, avec qui ils ont des négociations? Avec le pape, à Rome. Eh ben, on va en faire cadeau au pape. Remets le don dans le bateau, là, par lequel il est venu. Au revoir, le rhinocéros. Alors, est-ce que c'est si nouveau que ça, le rhinocéros? Non, on en a des descriptions dans Pline. Est-ce qu'il y en a un qui est venu à Rome, je crois c'est vers le IIIe siècle. Il y a eu un rhinocéros d'Afrique qui est parvenu jusqu'à Rome. Je crois que là encore, qu'est-ce qu'on en a fait? On l'a zigouillé en public. Une bonne manière de se rassurer. Mais Pline, c'est plus compliqué parce que sa description de rhinocéros, est-ce que lui a vu un rhinocéros? Non. Pline est au contact de légionnaires qui, eux, ont remonté le Nil. Et tout au bout du Nil, là où il y a les cataractes, dont parle Rabelais aussi, là, on a fait aux légionnaires la description de rhinocéros. Peut-être certains de ces légionnaires ont vu un rhinocéros et racontent à Pline ce qu'ils ont vu. Et Pline, pour ses rouleaux, épisode 3, retranscrit ce qu'ont vu à distance ces légionnaires. Et cette bestiole devient à ce moment-là douée de fantastique. Et en gros, cette corne-là qui part sur le museau, cette cuirasse, le fait que ce soit une bestiole loin et difficile à apercevoir, dans le légendaire du Moyen-Âge, eh bien, le récit de Pline va engendrer ces licornes très mobiles qui sont, elles, dans toutes les forêts. On utilise d'ailleurs encore le mot licorne, là. Laissons tomber. Alors, c'est quoi le voyage du rhinocéros? Il contourne Gibraltar, les bateaux, ils s'éloignent jamais beaucoup de la côte. Il arrive à Marseille. La France refuse que le bateau porteur du rhinocéros aborde, accoste. Vous imaginez le danger? Oh, on laissera les bateaux avec les rats et la peste, ça c'est pas très grave. Mais c'est un rhinocéros. Donc c'est aux îles du Frioul qu'on donne au bateau le droit de s'arrêter. Pourquoi on le sait, ce genre de petits détails? Eh bien parce que François Ier, lui, il est à Nice. Vous savez, la Provence, des fois ça participe de l'Espagne et le monde arabe, et dans ce cas-là, on utilise une numérotation en chiffres arabes, on sait faire des additions, des soustractions, des multiplications, ou bien c'est la France qui revient et qui réinstalle sa numérotation romaine et son boulier. François Ier est là pour installer cette puissance, qui n'est pas encore une puissance nationale, même si le concept vient de son père à lui, Louis XII, et va faire le voyage de Nice jusqu'à Marseille pour le voir cette bête extraordinaire
mentionnée par Pline, héritière des légendes de la licorne, et qui, à Lisbonne, a vaincu un ours et un éléphant. Et la preuve, c'est qu'en se rendant sur le Frioul, maintenant devenu port de plaisance et tout ça, qu'est-ce qu'on saccage dans notre monde toujours? On n'est pas indemne de la naïveté, ou ce qu'on pourrait qualifier tel de ces gens-là. Voyant le rocher qui est entre Frioul et le port de Marseille, il dit si on fortifiait ça, et voilà le château d'If, et voilà Alexandre Dumas et Monte Cristo, mais c'est au rhinocéros, qui n'est pas encore celui de Dürer, qu'on doit l'idée de François Ier, en fortifiant le port de Marseille, d'asseoir le caractère français de toute cette partie sud. La France gère aussi à ce moment-là Turin, le Piémont, etc. Le rhinocéros est là sur son bateau, entravé, enchaîné solidement. Le bateau repart à Gênes. Il fait étape, juste après avoir quitté Gênes, une de ces tempêtes de Méditerranée très brusques, sèches, violentes. Le bateau est à quelques encablures de la côte. Il est drossé contre des rochers. Le rhinocéros est noyé. C'est là qu'intervient Albrecht Dürer. Dürer se prépare. Il a connaissance de l'événement. Par exemple, à l'époque, on sait parfaitement écrire, communiquer, voire lettres de Rabelais à Budé ou Erasme. Dürer, comme d'autres, s'était déjà adressé à des humanistes de Lisbonne, présents devant les combats instaurés entre le rhinocéros et les autres animaux, pour leur dire « Pouvez-vous m'envoyer des dessins ?» Dans Rabelais, ça fera « Dites, qu'avez-vous vu ?» Mais les dessins vus à distance, ils ne sont pas du tout précis. Le questionnement est multiplié, mais les réponses non. Albrecht Dürer, de son Allemagne du Sud, se prépare à faire le voyage jusqu'à Rome pour dessiner, comme il le fait avec les lièvres si magnifiquement, de ses propres yeux, de sa propre main, le rhinocéros devant lui. Et c'est là qu'à mesure qu'il fait son voyage pour Rome, qu'il apprend que non. Alors, le rhinocéros est mort sur la grève, et là, on va pouvoir s'approcher et le dessiner. Dürer n'ira pas sur le lieu du naufrage, la bête d'ailleurs serait pourrie depuis longtemps. Mais les anonymes qui sont sur la rive et dessinent là, parce qu'ils sont eux à 50 cm de la bête qui ne risque plus de bouger le bout de la corne, ni de la queue, ni des pattes, eh bien, ces dessins eux-mêmes sont reproduits et non seulement Dürer va pouvoir s'en procurer un, mais un autre graveur très célèbre, lui, interprétera, aussi célèbre que Dürer, interprétera de la même façon les dessins faits sur la plage, avec la bête morte, et lui décidera que le rhinocéros a des écailles. Et pendant des décennies, le combat à savoir si le rhinocéros a une peau ou des écailles ne pourra pas être tranché, parce que les deux sortes de gravures qui se concurrencent participent de la même source. Alors, ensuite, évidemment, Dürer doit à sa célébrité que son rhinocéros devient le best-seller de la gravure sur bois. Best-seller de la gravure, avec une image faite d'après une image, elle-même faite d'après une bête morte, mais une image qui se fait d'après l'image en étant chargée des récits de Pline, des interprétations légendaires, de la licorne, de la réaction « une bête dangereuse, qu'est-ce qu'on en fait? Quel combat on installe ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on a encore peur, hein? Sinon, quand on dessine, quand on se procure le dessin. Vous voyez aujourd'hui toutes ces bandes dessinées avec ce fantastique ou l'univers des jeux vidéo, Pan, je te tue, etc. Il faut appréhender tout ça globalement. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est beau, le rhinocéros de Dürer. En quoi cette histoire reste pour moi une petite lampe orange clignotante, toujours là. Quand tu vois une image sur Internet, elle vient d'où? Elle est faite comment? Elle t'est parvenue comment? Le rhinocéros de Dürer, c'est notre assurance vie dans le monde numérique. Et pourtant, il y a longtemps qu'il a été enterré sur la plage même, quelque part près de Gênes.